bienvenue à tous pour ce live testing avec le domaine Allegria. On voit ici Guylain et Delphine. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Voilà. Et on a aussi dans l'équipe Tobias qui est avec nous. Bonsoir. Voilà. Et l'idée, c'est de partager avec vous la manière dont travaille le domaine Allegria et qui vous raconte leur beau projet de plantation de vignes en spirale. Et tout ça en dégustant les vins, parce qu'il y a plusieurs d'entre vous qui ont commandé les vins à l'avance et qui les ont reçus. Et donc, on avait deux formules pour les dégustations. Certaines personnes ont reçu une bouteille, donc ils ont choisi la formule avec juste le cinceau. Donc le cinceau Abuelo. Et d'autres ont choisi le pack avec trois vins, dans lequel il y avait aussi le Carignan et le Mourvedre. Donc on va déguster ces trois vins ce soir. On va commencer par le cinceau. Donc, vous pouvez d'ores et déjà vous commencer à vous verser dans le verre pour l'aérer un petit peu. On passera à la dégustation dans quelques minutes. Peut-être avant de commencer la dégustation, est-ce que Delphine et Guylain, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'histoire du domaine, comment vous l'avez créé et où ça se trouve? Voilà. Alors, c'est un domaine qu'on a créé il y a un peu plus de 10 ans. Le premier millésime, c'est 2008. Donc, nous, on n'est pas originaire de la région. On est ce qu'on appelle ici des néo-vignerons. C'est-à-dire que, voilà, on n'est pas fils de vignerons. Donc, on est venu s'installer il y a 15 ans dans le Languedoc pour créer ce domaine. On cherchait, en fait, avec Delphine, à créer une aventure familiale, vraiment un projet familial, vivre ensemble avec notre famille. Et donc, on a cherché pendant 2 ans un endroit où poser nos cuves. Ça allait de la frontière espagnole jusqu'à l'Ardèche, Saint-Joseph. Enfin, c'était vraiment le sud au sens large. Et puis, on a trouvé cet endroit à Pézenas qui appartenait, il y avait 10 hectares de vignes qui appartenait à un coopérateur, donc il n'y avait pas de bâtiment, il n'y avait rien du tout. Et c'était les vignes qui produisaient le moins de raisins. Donc pour lui, ce n'était pas très intéressant. Et pour nous, au contraire, c'était super excitant. Et donc, on s'est installé là en 2008. Voilà, on a tout de suite senti qu'il y avait vraiment des bonnes ondes et qu'il y avait vraiment un chouette projet à faire. Et donc, on a commencé par construire les bâtiments, d'abord la cave. Alors, pendant 3 ans, on a fait le vin chez des copains qui nous ont gentiment hébergés. Et puis après, en 2010, on a construit la cave. Et maintenant, on a même la chance de pouvoir vivre sur place. On a aussi une belle maison au milieu des vignes. Et donc, voilà, on vit dans vraiment un vrai paradis. Et vous êtes tous les deux, tout de suite, vous avez commencé à travailler dans les vignes. Toi aussi, Delphine, t'es impliquée? Alors, avant de reprendre le projet, il a fait des études, il a fait une année de BTS. Et moi, j'ai travaillé pour un vigneron pour apprendre un peu le métier. Voilà. Et donc, ouais, on travaille tous les deux. C'est vraiment un projet familial. Et c'est ça qui est sympa, c'est de tout construire et de le construire ensemble. Donc, ça, c'est chouette. On a 5 enfants qui nous aident aussi parfois dans les vignes. Mais en tout cas, c'est chouette de les avoir à côté de nous et de faire ce projet en famille. Super. Et vous avez du coup aussi, c'est un projet avec d'autres personnes. Vous avez des associés, Alors, ouais, des amis dedans? en fait, on a créé le projet avec un ami argentin qui s'appelle Roberto de la Mota, qui est vraiment un des grands monsieur du vin en Argentine, qui a sa bodega. Alors, lui, il est à l'initiative de Cheval des Andes. C'est comme ça que je l'ai rencontré et qu'on l'a connu. On a passé avant le projet, après avoir fait l'année de BTS de viticulture œnologie à Montpellier, on est parti 6 mois à Mendoza, où j'ai travaillé pour lui. On est parti, on avait 2 enfants à l'époque. C'était une chouette aventure. Et en fait, en partant d'Argentine, on lui a proposé de s'associer, nous accompagner sur ce projet. Et lui, l'idée l'excitait beaucoup parce que d'abord, il a fait ses études à Montpellier, donc il connaît très bien la région, il parle français comme vous et moi. Et donc il comprenait très bien de ce dont on parlait, et puis l'idée lui plaisait beaucoup. Et puis aussi, ce qui l'excitait pas mal, c'était il
il y a 20 ans, 30 ans, c'était plutôt les œnologues français qui allaient donner des coups de main en Argentine pour améliorer la qualité des vins. Et donc là, l'idée du grand bonhomme du vin qui vient donner un petit coup de main à des jeunes vignerons qui démarrent, je pense que le petit clin d'œil, ça lui plaisait bien aussi. Et donc voilà, donc il nous a accompagnés dans le projet au début, et puis voilà, il continue à être présent avec un petit peu moins intensément qu'au début, parce que maintenant on commence à avoir un petit peu d'expérience au bout de 10 ans. Mais voilà, c'est un peu, c'est une histoire de vraiment pas que de savoir-faire et d'apprentissage, c'est vraiment aussi une belle histoire d'amitié, parce que c'est une belle personnalité du vin. Et là, en fait, est-ce que vous avez parlé avec lui pour le projet de Spirale? Qu'est-ce qu'il en pense? Ouais, lui, il trouve l'idée un peu folle. Mais vous pouvez peut-être introduire ce projet-là et ensuite on commencera la dégustation de cépages, les cépages que vous aimez. En fait, on peut commencer à parler du vin. Donc, on avait une petite parcelle, on a récupéré une petite parcelle de 30 arts qui appartenait qu'on a racheté, qui nous touche, qui touche le vignoble, où il y avait des vignes, qui avaient été plantées il y a 30 ans et puis il n'y avait plus rien. C'était vraiment une parcelle à l'abandon. Et puis, en fait, cette parcelle, elle était complètement ronde. Et donc, on s'est dit, quitte à planter sur cette parcelle, pourquoi ne pas planter de façon ronde. Et puis moi, j'avais vu il y a quelque temps déjà, voilà, c'est pas nous, on n'est pas les pionniers dans cette idée de planter en spirale. C'est quelque chose que j'avais déjà vu. Et donc, on s'est dit pourquoi ne pas le faire en spirale. On avait vraiment envie de pousser le cinceau le plus loin possible. Avec cette idée de spirale, donc de parcelles qu'on peut absolument pas mécaniser, puisque tout est là, c'est une seule rangée de vignes qui est en rond, et donc on est obligé de faire absolument tout à la main, que ça soit basé sur la taille, mais tous les traitements, tout le travail du sol. Enfin, on est vraiment obligé de complètement faire ça à la main. Et donc on s'est dit, allez, soyons fous, poussons le projet le plus loin possible. Et donc l'idée de le faire de façon en spirale, et puis aussi avec des vignes qui seront taillées en gobelet, c'est d'avoir, on va avoir 1600 pieds, donc 1600 petits arbustes, avec chacun, à cause de la forme de spirale, une orientation différente. Et quelque part, on espère que ça va contribuer à l'harmonie, à la finesse générale qu'on veut donner à ce vin très original. Après, voilà, nous on est très humble, on n'a aucune conviction. On pense que ça peut en tout cas y contribuer, puisque dans le style du vin, c'est vraiment, on cherche quelque chose de très digeste, de très harmonieux, de très élégant. Et donc, cette façon de planter la vigne, quelque part, ça peut que y contribuer. Mais après, on n'a aucune assurance là-dessus. Donc voilà la parcelle qui est plantée déjà. On l'a plantée en 2019. Donc, on a planté 1600 pieds. Et ce qui est complètement fou, c'est que dès la plantation… Vous voyez là, à l'écran? Oui, on voit bien. Oui. Vous voyez bien à l'écran? Merci de partager. Ouais. Donc, dès qu'on a planté cette parcelle, en fait, avec un drone, tout de suite, on voyait du ciel cette forme en spirale. Alors, la forme… La spirale sur le papier, c'est super, la spirale d'Archimède. Mais la dessiner au moment de la plantation, ça a été un peu chaud. C'était du boulot, ouais. C'était du boulot. On a dû chercher sur Internet des méthodes pour réussir à planter, voilà, comme ça. Donc, en fait, c'était très simple. Alors, il fallait mettre trois poteaux et un fil, et après, on déroule dans l'autre sens, et on a mis quand même beaucoup de temps à les placer, à les mettre. On s'est bien amusé. Et en fait, quand on est en bas, on voit pas le résultat. Donc, quand on a vu la photo après par drone, on était content parce qu'on a vu que ça donnait vraiment quelque chose. Parce que quand on est au ras du sol, on n'est pas tout à fait sûr. Donc, c'était une bonne surprise. C'est magnifique, le résultat est superbe. Hein, et donc, l'impact ensuite, comment se comporte la vigne? Parce que lorsqu'on est sur des rangs qui sont droits,
chaque pied de vigne a à peu près la même exposition que son voisin. Alors que là, il y a une grosse différence. Comment ça se passe? Ah bah ça, aujourd'hui, on n'a pas le recul, on n'a pas l'expérience. De toute façon, c'est encore des petits pieds qui sont des bébés qui sont pas encore arrivés à production. Donc ça va être la découverte, hein, de voir comment ils se comportent. La première vendange, elle est prévue normalement c'est 2021. Donc la vigne aura 4 ans. Normalement, une vigne, elle peut commencer à produire au bout de 3 ans. Là, on s'est donné une année de plus parce qu'on voulait vraiment qu'il y ait un bon enracinement avant que la vigne commence à produire. Dès cette année, il y aura déjà quelques petites grappes sur pas mal de pieds, mais en fait, on va les couper. On va faire une vendange qu'on appelle une vendange verte. On va les couper pour vraiment privilégier cet enracinement et plutôt que la production de fruits. Est-ce que Guylain, on pourrait peut-être essayer le cinsault et en dégustant, peut-être que tu pourrais aussi nous parler de la passion que vous avez à toutes les deux pour ce cépage. Donc peut-être qu'est-ce qu'on ressent ici qui vous a séduit dans ce cépage? Donc là, on déguste Cinsault Abuelo 2019. Donc on a déjà aujourd'hui une petite parcelle de Cinsault qui a 40 ans. Et qu'on vinifie à part depuis 2009. Et donc, vous voyez déjà la robe, on est sur une robe beaucoup plus claire que sur des Syrah ou sur des Mourvèdres du Languedoc, où on est souvent sur des robes pourpres très intenses. Là, on est sur une robe plus claire qui rappelle, à mon avis, pour moi, plus des Bourgognes que les Syrah du Rhône ou du Languedoc. Et on est sur des arômes au nez de fleurs de rose, un peu de cerises, de griottes. On est plus sur ce type d'arôme que des arômes vraiment assez fins, assez délicats. Et puis en bouche, nous ce qui nous séduit énormément dans le Cinsault, c'est qu'il y a un côté très digeste, très aérien, très, très soyeux, beaucoup d'élégance. Enfin, alors, c'est le cépage préféré de la vigneronne. Ouais, c'est vraiment cette finesse, cette élégance, cette pureté qui fait que dès qu'on boit une gorgée, on a envie d'en boire une deuxième parce que c'est bon, c'est pur. Mais c'est, ouais. Et pour nous, c'est vraiment… En finale, ça laisse un petit peu ça fait saliver et on a envie effectivement d'en reboire, quoi. C'est ça que j'aime beaucoup dans ce vin. Et c'est pour nous un cépage qui peut vraiment… qui donne vraiment de l'émotion. On a expérimenté notre premier millésime sur Cinsault Abuelo. Alors, il faut savoir que c'est un vin qui est vinifié, mis en bouteille sans sulfite ajouté. Il n'y a pas une goutte de soufre dans ce vin. On en garde chaque année quelques caisses dans le chai à barrique à bonne température. On a goûté en décembre 2019, on avait quelques bouteilles du premier millésime de 2009 que j'en avais pas goûté depuis très longtemps, un peu oublié, et qu'on a ouvert et je l'ai ouvert un peu par curiosité en me disant 2009 sans sulfite, il y a 10 ans, il va être juste mort. Et ça a été vraiment un moment un peu de grâce, quoi. On était très, très étonnés. C'est un vin qui n'a pas beaucoup de structure, mais qui a, si gardé dans une cave fraîche, a vraiment un potentiel de grâce, de vieillissement. Et quand il vieillit, vraiment, on accède à de l'émotion, à de la grâce, à de l'élégance. Et c'est très, très surprenant. Et ça a été pour nous vraiment… C'était une surprise parce que le message qu'on disait à nos clients, c'est le Cinsault, buvez-le vite, gardez-le vraiment, il n'a pas de sulfite, donc gardez-le vraiment dans un endroit frais pour pas qu'il s'abîme, mais le gardez pas, si vous voulez un vin de garde, prenez un autre. Et maintenant, on a un discours complètement différent parce qu'on a vraiment expérimenté ça et quand il est gardé dans des bonnes conditions, il devient incroyable.
Oui. il y a plein de choses. C'est une évolution qui rappelle aussi ce qui donne les pinots noirs en s'ouvrant, en développant un bouquet et une finesse avec le temps, chose qui peut être surprenante puisqu'on ne s'attend pas toujours avec les pinots à avoir quelque chose qui vieillit aussi bien. Oui, exactement. C'est pour ça qu'on l'appelle le pinot noir du Languedoc, hein, le Cinsault. Et je pense que c'est un cépage qui a été toujours beaucoup utilisé pour faire des rosés, parce que ça fait des rosés très fruités. Mais quand on est sur des jolis terroirs avec des petits rendements, ça peut faire des rouges qui, à mon avis, sont tellement dans l'air du temps. Parce qu'aujourd'hui, je pense de plus en plus, on a envie de boire des vins digestes, élégants, avec cette harmonie, et plutôt que quelque chose de très, très extrait, très, très puissant. Donc, oui, tout à fait. Voilà. Et donc, avec la spirale, le Cinsault de la spirale, bon, pour l'instant, il s'appelle comme ça. Hein, on verra, on a encore le temps de réfléchir au nom qu'on lui donnera. Mais on a envie de pousser le curseur encore un peu plus loin, vraiment en mettant. Parce que là, par exemple, sur ce vin-là, on est sur une sélection clonale. Et donc là, on a choisi des sélections massales qui viennent de chez Berillon. Donc, on s'est donné vraiment le meilleur matériel végétal. Et puis, travailler 100% à la main. On va vraiment essayer d'aller encore plus loin que ce qu'est ce vin aujourd'hui. Fantastique. Oui. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est la sélection massale? Parce que je ne sais pas si tout le monde connaît la sélection massale. Ouais. Est-ce que tu pourrais expliquer aujourd'hui, depuis les années 50, en fait, ont été sélectionnés par des pépiniéristes via l'INRA et puis les organismes un peu agronomiques, ont été sélectionnés des clones productifs, parce que dans les années 50, ce qu'on voulait, c'était planter de la vigne et puis que ça crache et que ça produise, parce que c'était quand même beaucoup le système coopératif. Et donc, ont été créés des clones, pour la plupart destinés à produire beaucoup, à avoir des gros rendements. Et donc c'est ce qui a été planté massivement, je dirais, entre les années 50, 60 et puis jusqu'à très récemment. Et donc nous, la décision qu'on a prise, c'est d'utiliser des sélections massales, c'est-à-dire qu'en fait, alors on pourrait utiliser des pieds de Cinsault dans notre vignoble, mais comme on a une sélection clonale, en fait, on a fait appel à un pépiniériste qui s'appelle Berillon, qui est vraiment un des meilleurs pépiniéristes français, qui a vraiment développé. Lui, il va chercher dans des très jolies vignes âgées, c'est-à-dire plantées avant les années 50, pour que ça ne soit pas des sélections clonales. Il va chercher en fait, ils vont tailler à la taille, ils vont récupérer des bois, des sarments, et qu'en pépinière, ils greffent et donc qui développent. Et ils vont en chercher dans différents vignobles de qualité. Et donc, après, ça permet d'avoir des greffons, des plants qui sont issus de vignes qu'on sait très qualitatives. Parce qu'il a été chercher, c'est son savoir-faire, il a été chercher ces vignes, ces greffons à droite, à gauche. Et ça, c'est son petit secret de cuisine. Et en fait, quand il va nous livrer les greffons, quand il nous a livré les greffons, bah, sur la parcelle, il n'y a pas une sélection massale d'un seul domaine où il a été les chercher, mais il va les chercher dans 5-10 domaines. Ça, il ne me le dit pas, c'est son petit secret. Mais moi, ça me permet d'avoir et des sélections massales et aussi une forme je dirais, de diversité à la parcelle. Donc, vraiment, on se donne avec ça vraiment le maximum de chances pour faire quelque chose de super qualitatif. Et en fait, tout ce travail sur le matériel végétal, sur le choix des greffons, ça a été complètement abandonné jusqu'à il y a 10 ans. Et c'est des pépiniéristes comme lui qui ont vraiment relancé cette réflexion. Et c'est capital, c'est super important. C'est bien parce qu'on a beaucoup appris, nous, en école d'ingénieurs agronome et tous les œnologues, on a beaucoup appris pendant des années qu'il fallait absolument avoir que des clones parce que c'était plus constant en termes de maturité, c'était plus homogène, etc. On savait exactement ce qu'on allait. Même pas forcément des clones très productifs, mais comme tu l'as dit, au début c'était un peu l'objectif, mais après c'était justement des clones qui faisaient des petits grains, etc. Mais le problème
d'avoir tous ces individus sur la parcelle qui sont tous exactement identiques. Le problème, c'est que, comme tu dis, il n'y a pas de diversité. Et du coup, le goût, il y a forcément un peu moins de complexité. Il y a aussi un autre problème, c'est au niveau des maladies. Si les individus sont tous exactement pareils et qu'il y a des maladies qui se développent, elles vont tout de suite se répandre exactement de la même manière, très rapidement sur tous les individus. Le fait d'avoir des sélections massales, souvent, on a un petit peu plus quand même de résistance aux maladies. Ça permet de limiter aussi les traitements. Donc, ça a plein d'avantages, la sélection massale. Et moi, je suis hyper content que vous ayez planté ça en sélection massale. Je trouve que c'est une très bonne idée. Donc, bravo pour ça. Ouais. Et on ne t'entend pas, Tobias. Tu parles là, mais on ne t'entend pas. Tu as enlevé ton micro, Thomas. Voilà. Par erreur. Oui, donc c'est un vin auquel vous allez dédier tout votre amour, mais l'amour ne manque pas chez Alegria. Ça se voit dans les images et ça se voit sur l'écran maintenant. Vous avez aussi dans le coffret que vous avez proposé pour la dégustation d'autres amours parcellaires. Et donc là, nous avons aussi un Carignan et un Mourvèdre à découvrir. Donc là, on va peut-être contraster un peu en termes de structure et de muscles des cépages. Mais ce sont aussi en fait tous des vins parcellaires avec des petits rendements faits avec soin chez vous. En fait, c'est ces 3 sélections parcellaires, là, le Cinsault qu'on a dégusté, Carignan et le Mourvèdre, c'est les 3 plus vieilles vignes du domaine qui sont à flanc de coteau sur le volcan et voilà qu'on a décidé, c'est les mêmes sols et on a décidé de les vinifier séparément pour exprimer vraiment la particularité de chacun de ces cépages sur des vignes âgées et sur un joli terroir. Donc là, je propose maintenant, on goûte le Carignan gourmand qui est sur le millésime 2018. Alors le Carignan, c'est le cépage qui a le cépage du Languedoc qui a la mauvaise réputation parce que c'est le cépage qui a fait la fortune et la chute du Languedoc. Ça a fait la fortune parce que c'était planté en plaine au début fin 19e, début 20e. C'est le cépage qui produisait jusqu'à 200-250 hectos à l'hectare. Pour vous donner une idée, nous, en moyenne, on produit chaque année entre 35 et 40 hectos à l'hectare. Donc, ça faisait ce qu'on appelait les pinards du Languedoc, qui ont abreuvé les poilus de la guerre de 14, qui abreuvaient les mineurs dans les vignes du Nord. Et c'était des petits rouges. Les rendements étaient tellement élevés que ça faisait des vins à 8-9 degrés, parce que ça n'arrivait jamais à maturité, c'était juste impossible. Et donc voilà, ça a fait la fortune du Languedoc parce que c'était des rendements colossaux. Et puis, ça a fait la faillite du Languedoc parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait plus de mineurs, il n'y avait plus de poilus. Et donc, plus personne n'avait envie de boire tous ces picrates infâmes du Languedoc. Et donc, on a décidé, toutes les chambres d'agriculture, tous les conseillers viticoles ont décidé que le Carignan, c'était vraiment ce qu'il y avait de pire au monde, c'était une vraie saloperie. Et donc, ça a été arraché massivement. Sauf que le Carignan, quand on le plante, quand il est planté sur des zones de coteaux comme chez nous, et qu'on est sur des petits rendements à 35 hecto-hectares avec des vignes qui commencent à être un petit peu âgées, et ben, ça peut donner un vin comme ça. Et donc là, nous, on dit, halte là, interdit d'arracher le Carignan sur les zones de coteaux parce que ça fait… Et puis, chaque année, le Carignan, c'est le plus beau raisin. Quoi qu'il arrive, pendant les vendanges, il fait trop chaud, trop sec, trop humide. Il est invariablement beau. C'est incroyable. Il résiste vraiment, vraiment bien au climat, aux aléas et tout. Il est fait pour être là. Donc, vraiment, au niveau du raisin, c'est toujours le plus beau raisin. Oui. Et malgré, là en bouche, en fait, ouais, malgré il est hyper adapté au Languedoc, en fait. Le Carignan, c'est le cépage adapté au Languedoc. Et comme tu dis, il avait une mauvaise réputation parce qu'on ne l'a pas bien cultivé. Et moi, j'ai vu beaucoup de vieux Carignans avec des faibles rendements et des petites baies magnifiques, des rafles bien jaunes, bien mûres, qui font des vins superbes, quoi, hein. Et heureusement que tout n'a pas été arraché et qu'on a des vieux Carignans qui produisent des super raisins, quoi. Oui, et c'est en fait un peu plus au sud, dans le Priorat, ensemble avec le Grenache. Ça fait les vins parmi les plus réputés en Espagne, avec le Priorat. C'est juste qu'eux, ils ont eu
ils ont eu leur montée en gamme dans les années 80-90, dans une autre époque. Et maintenant, le très bon Carignan là-bas, c'est très, très réputé. Donc, comme quoi, en fait, changer les idées sur les cépages, ça peut donner des choses merveilleuses. Est-ce que peut-être que tu pourrais nous décrire un peu le profil de ce vin? Parce que le Carignan, moi je le compare un peu au Sangiovese italien. Il peut y avoir une certaine rusticité dans le cépage. Et nous, c'est vraiment quelque chose qu'on veut vraiment éviter. Et donc là, il n'y a pas du tout de barrique. C'est élevé en cuve béton. Et pour moi, pour nous, le Carignan, on cherche le côté assez élégant, cette espèce de trame et de fraîcheur. Dans les assemblages, c'est pour moi un cépage qui donne beaucoup de fraîcheur. Les années très chaudes, souvent, dans nos assemblages, on renforce la proportion de Carignan parce que ça permet de donner un côté très, très frais. Et c'est ça qu'on aime vraiment. Donc, il y a un côté… Alors, c'est les arômes de garrigue. C'est vraiment le côté méditerranéen. Mais je pense que dans notre Carignan gourmand, on cherche vraiment un côté assez élégant, assez aérien, avec une trame assez fine. On ne cherche pas une grosse extraction, on n'est pas sur quelque chose de très tannique, on cherche plutôt une belle tension. C'est un peu différent des Carignans, par exemple du Roussillon, qui sont sur des rendements à 15 hecto-hectares, on a quelque chose de très concentré. Là, on cherche vraiment un style plus aérien, et c'est ça qui nous plaît beaucoup. Et là, en plus, on est sur le millésime 2018, qui est un millésime frais, où le mois de septembre a été très frais. Donc, on a ramassé assez tard. Et globalement, tous les vins de 2018, c'est un très joli millésime en Languedoc. On est sur cette tension, cette fraîcheur et cette élégance. Beaucoup de fraîcheur, effectivement, c'est magnifique. Ouais. Il y en a d'autres qui l'ont dans leur… Antoine, vous avez le Carignan avec vous? Oui, justement, c'est celui que j'avais décidé de carafer ce soir pour déguster. Je n'avais pas envie d'ouvrir les 3 bouteilles, pour être franc. Donc, à la description, c'est le Carignan qui m'intéressait justement par rapport à la réputation qu'il avait pour essayer de voir justement le travail que vous avez fait dessus. Oui. Donc, en tout cas, une belle structure. Merci. Et si je peux, du coup, par rapport à la présentation, et merci encore pour ces partages, le travail que vous avez fait en reprenant les vignes en 2008, si j'ai bien compris, il a été lesquels? Parce que ils étaient plantés en 85, en 78, ouais. Donc ça vous a demandé beaucoup de travail au niveau des vignes. Vous avez dû en planter. C'était un très joli petit vignoble. Alors l'ancien propriétaire, c'était le directeur de la cave coopérative, donc il fallait qu'il montre l'exemple à ses petits copains. Donc le vignoble était vraiment en très bon état. Alors, avec le seul gros hic pour nous, c'est qu'il était en conventionnel, alors que nous, dès la jeunesse du projet, c'était super important pour nous d'être en agriculture biologique. Donc, on s'est tout de suite mis en conversion. Donc, 2008, 2009, 2010, on est certifié depuis 2011. Et puis, donc, il a fallu faire un travail sur les sols pour remettre un peu de vie dans tout ça, parce que c'était un peu le vignoble glyphosate. Donc voilà, il y a eu un gros boulot à faire là-dessus. Et puis donc maintenant, on travaille beaucoup sur l'enherbement de nos vignes. En fait, de moins en moins, on veut avoir des sols nus. On veut avoir des sols avec un couvert végétal quasi permanent. Donc par exemple, cette année, on avait fait déjà des essais il y a quelques années. Et puis là, cette année, on a planté en totalité, on a enherbé en totalité toutes les rangées avec des mélanges de févrole, de céréales, d'avoine, de sainfoin, avec l'idée d'apporter des engrais verts naturels à la vigne. Et puis aussi, ça permet, quand il y a des grosses pluies, parce que nous, dans la région, en général, il ne pleut pas beaucoup, mais quand il pleut, c'est tout de suite des cataractes. Ça permet aussi d'avoir une bonne portance dans les sols et de pouvoir passer et puis traiter un peu dans toutes les conditions. Et cette année, là, il y a la vigneronne aussi qui a fait des essais là, juste devant la cave. Raconte quoi? Du coup, on a certaines rangées, on n'a pas planté
le mélange Saint-Foin, avoine et ça, on a mis des fleurs. C'est trop beau. Donc, on se réjouit de voir le résultat. Est-ce que vous avez vu l'évolution dans le profil de vos vins avec l'introduction de la biodynamie? Qu'est-ce que ça a apporté? Alors là, ouais, la biodynamie, on fait des essais depuis 3 ans. J'en suis, on est encore dans les essais, on ne cherche pas la certification. Sur la biodynamie, c'est difficile, ce serait difficile pour nous de dire vraiment si ça amène une différence. Sur le bio, je pense que on a senti un côté, alors dans les vins, une espèce de salinité dans les vins, particulièrement sur le blanc. Je pense que sur le cinsault, c'est assez présent aussi. Là où ça a été le plus flagrant pour nous, ça a été vraiment sur notre blanc, les hautes lumières, où il y avait vraiment ce côté salin, presque iodé qui apparaissait. Bon, moi je l'attribue au bio parce que j'ai lu aussi des articles là-dessus. C'est la grande question, hein, est-ce qu'il y a un goût du bio? Bon, il faut quand même être assez humble là-dessus. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que les sols, par contre, les sols, ils ont changé. Quand on met une bêche dans le sol, on voit que c'est pas compacté comme c'était compacté quand on est arrivé. Donc, voilà. Donc, dans le temps, faire grandir toutes les différentes levures, l'environnement, ça va augmenter en complexité le profil de vin, au moins en théorie. Ça peut que y contribuer. Après, voilà, moi, je ne vais pas affirmer des choses là-dessus parce qu'il faut être quand même méga super humble. Mais nous, on pense que déjà d'avoir des vignes dans un bel environnement plutôt que d'avoir des vignes au bord de l'autoroute, d'avoir un domaine qui s'appelle Allegria plutôt que de l'appeler un nom, d'avoir d'une bonne intention, de les avoir en bio, tout ça contribue au positif et on donne le meilleur de nous-mêmes et tout. Donc, au bout d'un moment, tout ça mis à côté, le vin est meilleur, c'est sûr. Ah ben ça se ressent, c'est sûr. Hein. Parce que là, on le voit en fait, depuis tout à l'heure qu'on parle sur ce Carignan, je trouve qu'il a évolué de manière super intéressante. Et même en bouche, son toucher a changé. Je trouve qu'il est plus velouté là maintenant qu'il y a 10 minutes quand je l'ai servi. Et je ne sais pas ceux qui le goûtent là. Il s'ouvre un peu et sa texture tannique est plus soyeuse. Là, il est super joli. Hein. Franchement, c'est un très beau vin. Hein. Bravo. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Merci. Hein. C'est une démonstration que le Carignan, ce n'est pas du tout rustique et que ça peut être très, très agréable. Et je trouve qu'il a une très belle trame tannique. Là, hein. C'est très joli. Hein. Et vous avez envie là dans cette émotion et ces émotions positives, et je suis complètement d'accord, ça compte beaucoup puisque ça influence tout. Vous avez envie d'amener une communauté de passionnés de vin avec vous dans ce projet, de partager ce projet avec eux au fur et à mesure que se développe ce projet de parcellaire de Cinsault. Nous, enfin, voilà, c'est un peu dans notre ADN et puis dans notre façon d'être. Voilà, on aime bien embarquer avec nous quand on a racheté le domaine où on n'avait pas du tout assez de sous. On a embarqué 20 associés avec nous qui nous ont aidés au financement. Ben voilà, là c'est une nouvelle étape, un nouveau projet, un micro-projet, mais super pointu et qui nous excite beaucoup. Et donc, voilà, on avait vraiment, moi, on a découvert White Funding et on s'est dit, voilà, c'est une belle occasion de pouvoir concrétiser ce projet en y associant une communauté. Puis on est heureux de pouvoir partager notre enthousiasme. Et puis si en sortant de ça, on a quelques dizaines de convaincus en plus du Cinsault et qu'on peut faire des très grands vins dans le Languedoc et des très grands vins élégants, harmonieux et digestes. Et, voilà, nous, c'est tout gagné, quoi.
Oui, mais je trouve que c'est passionnant comme pari. Moi, je suis très intéressé de savoir ce que ça donne. Ayant suivi un peu, j'ai un petit faible moi aussi pour le Cinsault, donc ça me parle. Euh, Peut-être juste avant de parler de... voilà. Voilà le page. Ouais, je voulais aussi partager avec vous les différentes formules, là, parce que comme tu parlais, Tobias, du financement participatif qui a été lancé. Je ne sais pas si tout le monde est allé voir sur le site. On a des formules de différents montants, et en fonction du montant, on a plus ou moins de 20. Il y a des formules plaisir avec quelques cuvées. Tu peux en parler un petit peu de ces cuvées qui sont là, peut-être, Delphine ou Guylain? Alors, les Hautes Lumières, c'est le seul blanc du domaine. Donc, c'est un assemblage de Roussanne et de Marsanne. On a une parcelle de Roussanne d'un côté de la cave qui fait un demi-hectare et une parcelle de Marsanne de l'autre côté de la cave qui fait aussi un demi-hectare. Donc, l'assemblage est assez simple, c'est moitié-moitié. On vinifie la Marsanne en cuve. La Marsanne, on la ramasse un peu tôt pour garder, parce que nous, on aime bien quand les vins sont tendus et bien frais. Donc, la Marsanne apporte vraiment la fraîcheur. La Roussanne, c'est ce qui apporte plutôt le gras et le côté aromatique. On la vendange, on la vinifie en barrique. Et voilà, quand on assemble les deux, ça fait ça fait un bel assemblage parce qu'il y a le côté tendu et le côté gras en même temps. Donc voilà, voilà pour les hautes lumières. C'est un vin qu'on aime bien déguster enfin, boire pendant un déjeuner ou un dîner enfin, plus qu'à l'apéritif, on aime bien le boire avec des viandes blanches ou alors avec des petits fromages de chèvre. C'est très très bon. Voilà. Et puis il y a Dolce Vita qui est notre rosé au succès incroyable. Donc c'est notre rosé qui chaque année, on nous en demande un peu plus. C'est une joie, mais c'est assez incroyable. Voilà, un joli rosé d'été de Grenache et de Syrah, où on veut des raisins qu'on ramasse assez tôt pour faire quelque chose de vraiment un rosé élégant, harmonieux et voilà. Et la belle histoire, donc Tribuda et alors Petit Bonheur, Tribuda, la belle histoire. Donc Petit Bonheur, c'est notre premier vin dans la gamme. C'est un vin joyeux, une co-fermentation de Grenache et de Syrah. Tribuda, c'est notre rouge, notre principal rouge en AOC Languedoc-Pézenas, assemblage de Syrah et de Mourvèdre. Et la belle histoire, c'est notre grande cuvée, c'est notre plus belle parcelle de Syrah, avec une goutte de Mourvèdre. Donc on ne fait pas que chaque année, on le fait vraiment que les années où la Syrah est la plus belle. Donc on a fait 2018, on n'a pas fait 2019, on va faire 2020. Voilà, il y en a pas toujours chaque année. Voilà, donc là, vous avez les coffrets qu'on a appelé plaisir avec rosé, blanc, rouge. Et vous aurez la quatrième année, l'un des rouges sera remplacé par le Cinsault de la parcelle que vous avez contribué à financer, là, celle dont on a parlé tout à l'heure. Ensuite, on a les coffrets parcellaires où on va avoir les trois vins qu'on goûte ce soir. Et on va bientôt passer d'ailleurs au Mourvèdre, j'imagine. Et on peut d'ailleurs se le verser, là, le Mourvèdre, pour ceux qui l'ont. Ça, c'est les coffrets parcellaires avec les différents, les trois cépages. Et la quatrième année, le Cinsault Abuelo qu'on a goûté sans souffle sera remplacé par le Cinsault de la parcelle en spirale. Et on a aussi des coffrets un peu plus, on va dire, expérientiels où on peut avoir alors on a aussi pardon, les coffrets Allegria avec toute la gamme, avec les vins là, dont tu as parlé, la belle histoire, effectivement, les petits bonheurs. Et enfin, on a aussi des coffrets un peu plus avec de l'expérience où on peut venir séjourner au domaine. Oui, un coffret avec un week-end, une semaine ou carrément une expérience cousu humain. Tu peux nous parler de ces différentes formules, là, ce que vous proposez là? Ouais. Donc, on a une jolie la petite maisonnette qui est contiguë à la cave où on peut accueillir, c'est un joli appartement avec 2 chambres face à la parcelle de Roussanne. Donc, on peut accueillir, on propose d'accueillir pendant un week-end ou pendant une semaine. Et puis après, on a l'expérience la plus. Ça, c'est cousu main.
où on propose de venir 2 jours au domaine et de créer complètement un vin sur la base d'une barrique, sur la base de 300 bouteilles. Donc l'expérience Cousumain, là, c'est la dernière expérience. Ça, c'est l'expérience unique et folle, où l'idée, c'est de venir avec des amis, avec des copains, et de créer complètement une barrique depuis l'assemblage jusqu'à la création d'étiquettes avec une graphiste dont c'est le métier. Ça, c'est une expérience qu'on fait depuis maintenant 7-8 ans avec beaucoup de succès pour des entreprises, pour des amateurs de vin, pour des comités de direction. Enfin, voilà. Et c'est une expérience. Voilà. L'idée, c'est que pendant 2 jours, on accompagne complètement les participants. On est là vraiment que pour eux, pour les accompagner, pour créer ce vin et puis leur faire vraiment leur faire une plongée dans notre univers. Et c'est un univers qui fait rêver en ce moment. Je pense que pour les personnes qui, comme moi, se trouvent dans un environnement urbain, voir les images de votre environnement, de votre domaine, ça fait saliver presque autant que vos vins. Merci, Tobias. On goûte le poivre de Mourvèdre? Oui, allez. Ghislain, est-ce que vous nous entendez? Oui. Oui. Alors, on s'est connecté un petit peu en retard parce qu'on a les enfants et c'est pas forcément facile, mais on voulait juste vous dire que ça doit faire à peu près 10 ans qu'on achète du vin chez vous et qu'on a toujours, c'est ce qu'on disait avec Guylaine, qu'on a toujours trouvé une très bonne continuité dans la qualité des vins. On n'a jamais été déçus. Merci. Et alors là, on a ouvert un Cinsault à Bouello, mais 2016. Intéressant. Qui est très, très bien en fait. Hein. Il nous faut 5 minutes, mais derrière, il est super. Ouais. Et voilà, on voulait vous remercier pour tous les moments de convivialité que vous nous offrez avec ces vins-là. On n'a pas pu se voir l'été dernier, c'est dommage. Mais en tout cas, continuez parce qu'on prend beaucoup de plaisir avec vos vins et on n'a jamais été déçus. Voilà. Merci François, c'est adorable. Merci beaucoup. C'est sympa. Et j'espère l'été prochain. Ouais, exactement. Si on y arrive, quoi, avec tout ça. Mais voilà, en tout cas, on a fait les réserves, on a tout ce qu'il faut pour continuer. On espère que votre projet ira à terme. En tout cas, on sera curieux de goûter cette nouvelle cuvée. Ouais. Et voilà, ce sera sympa. Juste un mot, salut Guylain, salut Delphine. Bonjour Yvan. Juste un petit mot sur le Cousumain. Je suis en train de déguster donc, cette belle bouteille qu'on avait fait avec vous il y a 2 ans, je crois, pour nos 20 ans de mariage. Donc, je ne sais plus qui en parlait avant, mais c'est vraiment à faire et c'est vraiment une super expérience. On a passé un magnifique week-end et on en parle encore avec tous nos amis. Montre-nous l'étiquette, Yvan. Voilà, l'étiquette, elle est là. Elle est magnifique. Ils ont créé leur étiquette. On a créé l'étiquette et le meilleur est là, en fait. Hein. C'est pas que l'étiquette. Alors, désolé, il y a l'arrivée du Vendée Globe derrière parce qu'on essaie de suivre un peu tout en live pour l'instant, mais l'étiquette est magnifique, le vin est délicieux et l'expérience, plus que tout, est encore extraordinaire. Et nos amis en parlent encore 2 ans après en disant c'était quand même une super expérience. On va peut-être le refaire pour nos 25 ans d'ailleurs, donc le mariage. Je recommande à tout le monde en tout cas. Je vous embrasse bien fort et Sybille aussi. Merci Yvan, salut. Super. C'est vrai que ça, c'est une belle expérience pour faire avec un groupe d'amis ou même en entreprise. Là, Yvan, il est venu pour ses 50 ans avec 10 copains et voilà, ils sont repartis avec 30 bouteilles chacun. Voilà. 20 ans de mariage, pas 50 ans. Pardon. Encore 50 ans. Il ne va pas revenir tous les 10 ans, il va revenir tous les 5 ans, il a dit. Hein. Ouais, exactement. Ça, c'est bien. Et donc, dans ce Mourvèdre, nous allons terminer avec ça. Pourquoi? Le Mourvèdre, c'est un peu le bad boy, le grand garçon des cépages de Sud. C'est un cépage assez musclé, poivré. C'est un magnifique cépage méditerranéen. C'est le cépage des grands vins de Bandol, qu'on trouve aussi en Espagne, qui s'appelle le Monastrell. Nous, c'est un cépage qu'on ne connaissait pas tellement. Mataro aussi, il s'appelle en Espagne, non? Pardon? C'est comme aussi Mataro, parfois en Espagne. Mataro aussi. C'est un cépage qu'on ne connaissait pas trop en arrivant dans la région et qu'on a vraiment appris à découvrir. On a appelé poivre de Mourvèdre parce qu'il y a toujours un côté très épicé et vraiment le côté poivre noir. Nous, on est des grands amateurs de poivre et c'est vraiment quelque chose qu'on adore. Alors, c'est un cépage, je vous explique en 2 secondes. Pendant la cuvaison, il y a un moment, il faut décider de décuver, c'est-à-dire de séparer, pendant la vinification, de séparer le vin
des pots, parce qu'il est en raisin entier dans la cuve. Et ce moment-là, il est super important parce que si on le fait trop tôt, on peut passer à côté du potentiel et faire un vin un peu trop léger. On peut passer à côté du potentiel de structure. Si on le fait trop tard, si on attend trop longtemps, eh ben, on peut avoir un vin qui est trop extrait, qui est dur, qui est âpre, et après qu'il faut attendre longtemps en bouteille pour qu'il puisse s'arrondir et devenir vraiment agréable. Donc il faut vraiment décider de le faire pas trop tôt et pas trop tard. Et le Mourvèdre, c'est chaque année la cuve le plus facile à faire parce qu'au moment vraiment où il y a cet échange et cet aboutissement qui se fait, on a en 48 heures des effluves de poivre qui arrivent dans le vin et on sait qu'à ce moment-là, paf, c'est le bon moment, on peut décuver. Et ça, c'est un truc un peu unique et on n'a pas sur les autres cépages. Mais avec le Mourvèdre, on a pendant la vinification ce moment où ces effluves de poivre noir arrivent et on sait que ça y est, c'est bon, on a atteint le moment qu'il fallait et on peut le décuver à ce moment-là. Donc ça arrive, suivant les millésimes, au bout de entre 15 et 20 jours de cuvaison. Mais c'est vraiment, c'est pour moi la cuve la plus facile pour décider le moment où on la décuve. On le sent dans le verre, je trouve qu'il y a une facilité à le boire, déjà. Et je pense que ça traduit et ça reflète la facilité à le vinifier parce qu'en bouche, tout de suite, il occupe tout l'espace et il reste assez longtemps. Je trouve qu'il a une belle persistance, beaucoup de longueur. On a ce côté poivré, mais on a plein d'arômes qui arrivent aussi. C'est assez complexe et je trouve qu'on a une belle persistance qui lui donne beaucoup aussi d'élégance. J'aime beaucoup ce vin et c'est vrai que c'était très bien de le goûter en troisième. Je pense que lors de dégustation, on a bien fait. Je ne sais pas comment il est chez vous, mais l'avoir un petit peu frais aussi, je trouve que ça lui va bien, quoi. Pas trop chaud, ça lui donne encore une belle facteur frais en température, ça lui va bien. Oui, parce que c'est pas trop extrait, c'est pas trop fermé. Et justement, c'est ce qu'on pourrait rapprocher parfois au Mourvèdre, au Bandol. Et là, vous avez réussi en fait à trouver l'équilibre et l'élégance. C'est peut-être un peu ce qui caractérise votre gamme. C'est en tout cas, c'est ce qu'on veut. On veut vraiment qui sont charmeurs. Des grosses extractions. On veut vraiment le côté digeste, l'élégance et puis la finesse. Et ce qui est étonnant, c'est que ça n'empêche pas que le vin puisse vieillir super bien, quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir des bombes pour avoir des vins qui vieillissent. Voilà, c'est tout. De plus en plus, on a envie de ça. Et donc, on est de plus en plus paresseux en vinification et on en fait. On était beaucoup plus interventionniste au début de notre métier de vigneron. Et aujourd'hui, on a tendance à en faire de moins en moins parce qu'on travaille plus par infusion que vraiment par extraction. Et on a tendance à vraiment à faire tout, essayer d'en faire le plus doux possible. Et on met de moins en moins les vins en barrique et de moins en moins longtemps. Ouais. Et donc là, parlons là sur la question d'élevage, donc sur ce projet, le projet parcellaire de Cinsault, vous souhaitez aussi expérimenter avec cette cuve en béton ovoïde et donc donner quelque chose de particulier au Cinsault avec. Ouais, c'est toujours dans l'idée de pousser vraiment le curseur le plus loin possible. Comme on recherche vraiment sur le Cinsault cette rondeur, ce côté digeste, cette harmonie, on se dit que dans le vinifiant et un élevage dans une cuve complètement ronde, avec la parcelle qui est en forme de spirale, à un moment tout ça va y contribuer. Et on a échangé là-dessus, on a eu la chance d'échanger avec un vigneron en Afrique du Sud, un domaine qui s'appelle Naté Valley, qui s'est spécialisé dans les Cinsault. Ça a été pour nous une découverte complètement dingue. On a eu la chance il y a 2 ans
d'aller faire un voyage là-bas. Et on a rencontré ce jeune vigneron qui a une trentaine d'années, Alexander Miller, et lui, il vinifie dans des cuves en forme d'œuf. Alors, c'est pas ovoïde complètement rond comme celle-là, mais en forme d'œuf. Et je lui ai posé la question, on lui a posé la question en lui demandant est-ce que c'est un peu marketing pipeau, ça fait une jolie com, ou est-ce que ça apporte quelque chose? Et il nous a dit vraiment ça apporte, ça contribue à l'élégance. Et lui, il a des cinceaux de toute beauté, quoi. Enfin, en dégustant ce qu'il faisait, ça nous a encore une autre fois convaincu que c'est un cépage de dingue, quoi. Donc voilà, on y va à fond. Génial. Petite question, Ghislain. Oui. Tu nous avais recommandé pour du vin de garde plutôt le poivre de Mourvèdre. Ouais. Pourquoi par rapport aux autres cépages? Il a un potentiel de garde plus important ou... Ouais, je pense qu'on a un peu, enfin, on a évolué un petit peu là-dessus. Oui, le poivre de Mourvèdre, il y a une structure tannique qui est plus importante. Dans les assemblages, c'est un cépage qu'on aime beaucoup parce qu'il amène, par exemple, avec des syrahs, il amène cette colonne vertébrale, il amène le potentiel de garde. C'est certainement un grand cépage de garde. Mais aussi, enfin, tu vois, le Cinsault, le Cinsault Abuelo 2009 qu'on a goûté en décembre il y a 2 ans, il avait 10 ans et il était magnifique. Donc, c'est bon, voilà. Maintenant, on commence à être un petit peu plus. Un petit bonheur. Et même, on commence à être assez. Il faut goûter. Et puis, tu goûtes et puis tu goûtes au bout de 3 ans, au bout de 5 ans, et puis il y a un moment, voilà, où il va atteindre un plateau et puis ça sera le moment de le boire. Donc peut-être ce plateau-là, il va être dans 5 ans, dans 8 ans, dans 10 ans. Nous, le premier millésime, c'est 2008, donc on a 10 ans de recul, mais on n'a pas beaucoup plus. Puis après, voilà, le but, c'est pas de faire de la compète avec que les vins se gardent 20 ans. Il faut se faire plaisir et les boire. Hein. Bien sûr. Oui. Après, on les achète aussi pour les garder pour les petits et pour des occasions un peu plus tard. Voilà. Ce qui garde le mieux, c'est les magnums. Ouais, meilleur format. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on a souvent acheté des coups humains et en magnum. Ouais. Et c'est vrai qu'ils étaient magnifiques à chaque fois, quoi. Ouais. Le problème, c'est qu'on les boit trop vite, quoi. Je pense que la spirale, on fera certainement quelques magnums parce que c'est quand même un format. C'est un format parfait quand on est 2 à boire dessus, quoi. Bah ouais, nous on est des dingues du magnum. Oui, on dit le magnum, c'est le format parfait pour 2 s'il y a un qui ne boit pas. Oui, pour le Mourvèdre, juste pour l'histoire de garde, j'ai dégusté il n'y a pas très longtemps un 92 c'était de Provence et ça évolue sur les notes de tabac, le cigare, le cuivre, et c'est une cépage qui vieillit effectivement très très bien, mais je pense que le Cinsault, de ce que vous avez évoqué, aussi, ça pourrait donner des choses étonnantes, très fins, peut-être un peu moins masculin, plus sur les notes de fleurs et d'épices. Mais je pense que c'est passionnant de voir ces vins qui sont si fins et qui ont cette acidité aussi qui va les porter longtemps, de les voir évoluer. Il y a un côté un peu mystérieux, mais c'est ça qui le rend encore plus excitant. C'est ça qui est magique, ouais. C'est vrai que le vin, déjà, on le voit évoluer quand on déguste au cours du repas. Il évolue, il change, il exprime des choses différentes. Et certainement que si on a une caisse de 6 et qu'on en ouvre une tous les ans, chaque fois, on a une histoire un petit peu différente. Donc, c'est ça ces vins qui sont vivants comme ça, ils évoluent dans le temps et c'est ça qui est super agréable, quoi. Alors, en tout cas, dans le verre, déjà, ça a changé en 15 minutes. C'est pour ça qu'il faut mieux une caisse de 12. Comme ça, on a le temps de... On est bien d'accord. Pour pouvoir venir. On est bien d'accord. Et voilà. Bon, en tout cas, c'était super agréable de goûter ces vins. Très sympa d'échanger avec vous. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, des gens qui veulent poser des questions, parce que peut-être que vous avez prévu d'aller voir la fin du Vendée Globe. Heureusement, on n'a pas de mauvaise annonce gouvernementale ce soir, donc on va pouvoir profiter tranquillement du dîner, quoi. Il y avait d'autres questions, ou est-ce qu'on vous donne rendez-vous sinon sur le site Wine Funding pour participer à ce beau projet
Donc, plantation d'une vigne en spirale et élaboration à partir de cette vigne d'une cuvée de cinsault vinifiée en cuve ovoïde. Donc, ça va être des grands vins du Languedoc. Comme tu l'as dit, hein, le cinsault, le pinot noir du Languedoc, hein, parce qu'il y a beaucoup de finesse. Et ce qui est génial, avec ce format, c'est qu'en fait, en quatrième année, on va le goûter. Donc, on pourrait reprogrammer en fait ce que nous avons fait ce soir, ou même au domaine. Et à plusieurs reprises, on pourrait découvrir ces vins ensemble d'ici. Mais en fait, maintenant, avec le confinement, en fait, le temps, ça devient très abstrait. Donc, 3 ans, c'est rien, ça va passer très vite. 3 ans confinés, c'est rien. Bon, donc, rendez-vous en 2022 pour goûter la spirale de Cinsault. Voilà, pour le 8e confinement. Pardon, pas de vendange en 2022 et on la déguste en 2024. Voilà, rendez-vous est pris alors. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous pour votre participation. Merci pour vos commentaires. C'est super intéressant de voir aussi les cuvées coups humains là, et de voir qu'il y a des fidèles depuis des années du domaine qui confirment que ça tient dans le temps. Et ça fait plaisir. Je pense que ça va rassurer ceux qui ne vous connaissent pas aussi, de savoir qu'il y a la longévité, que c'est des vins qui évoluent favorablement dans le temps. Donc, merci beaucoup, Delphine et Ghislain, pour votre participation, pour votre partage. Merci pour vos vins, de nous avoir fait déguster ces vins délicieux. Et merci à tous. Bientôt, on vous retrouve sur Wine Funny. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions. Et on répondra avec plaisir. Merci, bonne soirée et puis à très bientôt.